Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains. Indépendants, c'est tous des indépendants. Il y a beaucoup de gens connus, mais tous des indépendants, qui ne travaillent pas dans les médias officiels, si vous voulez. Un bon exemple est Pierre Jovanovic, qui était dans une rédaction et qui l'a quitté avec toute la rédaction quand le chef de son journal a été nommé par un parti politique et il a dit non, il n'y a plus de liberté, alors on passe indépendant avec son équipe, Pierre Jovanovic. C'était pour donner une idée. Bon ben voilà, on va essayer de faire un message court à tous mes abonnés. Pourquoi? Ben parce que comme YouTube a gelé la chaîne pendant 8 jours, eh ben en général ça affiche tout en l'air. Ça affiche toutes les statistiques, le nombre d'abonnés, le nombre de pouces bleus et de tout ce que vous voulez. Donc quand c'est comme ça, il faut que les abonnés et ceux qui la regardent essayent de pousser un peu pour que les robots algorithmes enregistrent qu'il y a bien d'activité sur cette chaîne et qu'il faut laisser les compteurs tourner normalement. C'est important ça. On va se mettre comme ça parce que si on va rien entendre avec où a été pris la photo infrarouge que vous allez voir après. Et donc je vais vous donner quelques informations dessus. Ok, donc une petite récap sur l'affaire de cette photo infrarouge prise ici au col 2010 mètres ou 2020 mètres là, par là-bas. Vous avez vu la photo, hein, je l'ai mise. Alors c'est une photo infrarouge prise avec un appareil digital avec un filtre infrarouge en noir et blanc, niveau de gris, parce que ça, l'infrarouge prend beaucoup mieux en niveau de gris. Voilà, c'est tout, c'est comme ça en noir et blanc, c'est plus facile à étudier. C'est ce que font les scientifiques, les astronomes, etc. très souvent. Alors cette photo, je ne l'ai pas encore fait analyser parce que pour l'instant j'ai pas retrouvé de contact avec des scientifiques spécialistes de l'infrarouge et il faudrait le faire, oui, bon, oui, si j'ai l'occasion une fois à Toulouse de passer devant le CNES, Centre national d'études spatiales, où se trouve le GEPAN, qui est l'organisme qui rassemble toutes les observations ovni, ufologiques non identifiées en France, observations qui généralement sont transmises par des rapports de gendarmerie au GEPAN, qui ensuite l'étudie, étudie tous les rapports, fait le tri, les envoie un peu partout dans le monde, etc. Donc ce serait uniquement valable si je pouvais aller avec cette photo voir donc les scientifiques spécialistes d'infrarouge que j'avais rencontrés il y a longtemps, enfin, ceux qui ont pris la suite probablement et qui s'occupent de ça pour avoir un peu plus de précision, bien que avec la petite équipe qui était avec moi, on a eu quand même quelques idées. Alors je vous redonne l'historique de ça. Ben, on va faire en 2 épisodes mon message aux abonnés là, et avec information presse et puis information situation américaine. La situation américaine nécessite une vidéo elle toute seule. Donc on va sûrement pas la mettre là, on va se contenter de ça pour l'instant. Mis à part ce que j'ai dit au début, qu'il fallait aider la chaîne Golden Star Seed Report parce qu'elle a été bloquée pendant une semaine par YouTube, qui du coup diminue complètement les vues
les statistiques et tout, c'est une catastrophe. Hein. Quand vous avez un blocage par YouTube, votre chaîne est mise à mal et a du mal à se relever. Ah, ben on voit une montagne, on voit le pic du Saint-Barthélemy là-bas. Superbe. Ça vaudrait le coup de prendre en vidéo, mais il n'y a pas assez de lumière pour l'instant. Oui, justement sur YouTube, vous savez très bien que c'est une compagnie américaine, Silicon Valley, qui se permet de diriger tout dans le monde entier au niveau de l'information et de décider par elle-même si des informations sont vraies ou pas, si elles doivent rester sur YouTube ou si elles doivent être enlevées. Hein, alors comme vous me regardez les surveillants de YouTube, je vous ai déjà dit, hein, d'accord, on parlera plus des sujets qui sont tabous et interdits, dont on n'a pas le droit de parler, alors que nous sommes en démocratie où il y a la liberté de la presse. Que vous violez la liberté de la presse. Vous, la société YouTube, dans le quartier général et à Silicon Valley, en Californie. On repasse à l'histoire. Donc ici, dans la date qui est mise sur la photo, je suis venu une fois en plein jour avec une petite équipe, ici, là. Et comme c'est un endroit quand même extrêmement dégagé, où il y a eu quand même des phénomènes lumineux de temps en temps. Bon, j'en ai pris un en vidéo, mais c'était pas assez près pour en faire quelque chose. Donc, nous étions une équipe de 3 et la personne qui était avec moi avait un appareil digital. Et j'ai dit, on va prendre une photo exactement à cet endroit-là. C'était une intuition comme les chasseurs de fantômes, voilà, comme les ghost hunters, chasseurs de fantômes, qui disent il y a quelque chose là, il faut qu'on essaye à cet endroit-là, il y a quelque chose. Donc c'était pareil, le même fonctionnement à peu près, si vous voulez, puisque basiquement c'est des choses qui se trouvent dans une dimension, revoir la physique quantique, Einstein, etc. Où ce qu'il y a dedans, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Hein. Sauf dans très rares cas comme les fantômes des soldats sudistes et nordistes à Gettysburg, où il y a eu beaucoup de rapports de faits. Cherchez vous-même Ghosts of Gettysburg, les fantômes de Gettysburg, hein, qui est en Pennsylvanie, aux États-Unis, la fameuse bataille de juillet 1863. Où il y a beaucoup de soldats qui sont morts et qui ne savent pas qu'ils sont morts et qui sont là comme des fantômes. Et on ne peut pas les voir, sauf dans certains cas. Donc c'est un peu la même chose, bien que j'ai déjà expliqué que ce n'est pas les mêmes dimensions quand même tout à fait. Donc ici, il y avait quelque chose là. Alors j'ai dit à la personne qui était avec moi, tu vas prendre exactement une photo là, à cet endroit-là, en noir et blanc, niveau de gris, et on va avec un filtre infrarouge. Donc la personne qui était avec moi prend la photo, là, une photo, 2 photos, 3 photos, et à un moment donné, elle dit bah, on va regarder. Alors sur l'écran de l'appareil digital, hein, vous savez qu'on peut regarder les photos qu'on a prises. Et on voit donc cet objet que vous avez vu là. Bon. D'accord, alors là, on se dit, il y a quelque chose là, quand même. Ce truc, il est là, on ne le voit pas à l'œil nu, mais on le voit en infrarouge. Hein, infrarouge, c'est le système, la nuit, vous photographiez un troupeau de moutons, vous ne les voyez pas à l'œil nu, mais sur la photo infrarouge, vous voyez les moutons, d'accord? Bon, c'est pas tout à fait une bonne analogie, mais enfin, c'est pour ceux qui débutent dans la physique quantique ou dans toutes ces choses-là, ou dans les histoires de fantômes, ou autres dimensions, parallèles, etc. Alors j'ai dit, bon, il faut prendre ailleurs maintenant. Tu vas prendre, l'équipière qui était avec moi, là, tu vas prendre dans le ciel, ici, là, un peu au-dessus, là, tiens, par là,
Donc elle prend d'autres photos en infrarouge, noir et blanc toujours. Et puis on regarde et on voit sur une autre photo un objet sombre. Hein, un objet sombre, ben, comme un ovni, quoi. Voilà, comme un ovni. Donc, étant donné que j'étais enquêteur ufologue il y a très longtemps, puis que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ce domaine, dans tous les pays, hein, y compris dans les grands congrès internationaux où il y avait même des astronautes américains, cosmonautes russes, des chercheurs, des scientifiques, tous très connus dans le domaine. J'ai dit, bon, il faut qu'on fasse une mesure, et on sait là que cet objet-là, noir, enfin, sombre, c'est un ovni. On a l'habitude, donc, dans les milieux ufologiques et dans les grands congrès et partout, de déterminer à peu près la taille de ces ovnis qui sont environ 30 mètres de diamètre, 30 ou 40 mètres de diamètre, qui ont été photographiés de moult reprises. Alors là, vous en avez plein quand vous faites vos recherches. Donc on avait d'un côté la photo d'un énorme engin, il n'y a pas d'autre mot, qui était là, justement là, où je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, on ne voit rien. Si d'ici tout à l'heure j'ai essayé de vous remontrer de nouveau, on verra peut-être un peu mieux. Et puis on avait également, toujours en infrarouge, un autre objet sombre qui était autour de ça, dont je savais, d'après tous les rapports ufologiques rassemblés depuis 50 ans, 60 ans, plus, 70 ans, que c'était un ovni de 30-40 mètres de diamètre. Et sur la photo de ce grand engin qu'on voit ici, là, vous voyez que sur la droite, il y a comme pas comme un trou, mais il y a comme une ouverture. Dans un sous-marin, on dirait un hublot, hein, dans un vaisseau de l'espace, hein, on dirait un hublot, mais c'était plutôt comme une porte. Mais c'est ce qu'on appelle en anglais cargo bay, quoi. C'est le cargo bay, comme dans Star Trek, dans tous ces films, là où les navettes entrent pour se garer, pour rentrer dedans, quoi. Et cette ouverture a la taille adéquate pour laisser entrer un objet de 30-40 mètres de diamètre et se referme après, comme sur un appareil photographique ou d'autres choses. Hein. C'est des technologies plus avancées que les nôtres. Donc en partant de cette déduction, que cet objet sombre de 40 mètres de diamètre venait de cette ouverture qu'il y avait dans cet objet grand, très grand, hein, comme le nez de Cyrano Bergerac, ouais, c'est ça. Après coup, on a pu en déduire la taille de l'objet en fonction de l'hypothèse que le vaisseau de patrouille, c'est un vaisseau de patrouille, oui, les ovnis sont des vaisseaux de patrouille, de 30-40 mètres de diamètre, était sorti par cette ouverture, elle est rentrée par cette ouverture. Donc en calculant que cette ouverture pouvait laisser entrer une navette, un ovni de 30-40 mètres de diamètre, il était relativement facile de calculer la taille, la largeur de cet engin qui devait être ovoïde, un peu elliptique, pas exactement rond, bien qu'on ne sait pas, hein. On voyait la tranche là. Donc on va dire que le diamètre dans ce cas-là de cet objet devait faire environ 300 mètres. Et si vous rajoutez donc que c'est quelque chose d'elliptique ou d'ovoïde ou de rond, carrément, ça vous fait un engin énorme. C'est pour ça que j'ai toujours dit que ça avait la taille du porte-avions Charles de Gaulle, puisque on
quand on cherche les dimensions du porte-avions Charles de Gaulle, on voit à peu près la même chose. On voit la longueur, la hauteur, hein, et ça correspondait à peu près à ça. Voilà. Ça, c'est l'affaire donc de cet engin qui a été photographié ici en infrarouge et qui, je le répète, n'était pas visible à l'œil nu pour l'équipe qui était là. Hein. On ne pouvait pas le voir à l'œil nu. C'est tout. Seul un appareil photo avec système infrarouge pouvait l'enregistrer. Il n'y a pas eu de rapport de fait. J'ai pas fait de rapport. J'ai pas voulu faire de rapport à l'époque avec ça, parce que c'était l'époque des folies de la fin du monde, là, vous savez, 2012, avec tous les fous qui sont aux alentours de Bugarach, etc., avec quand même beaucoup de gens assez allumés, assez perchés, comme on dit. J'avais pas du tout envie que ça sorte et que on mélange ça ici avec tout ce qui se passait au Bugarach et la fin du monde et tout ce qui se passait là-bas. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait publier cette photo, ni dans la presse, ni dans rien du tout. Et puis aussi pour éviter que la faune qui se trouve dans les environs du Bugarach arrive par ici. C'est pas la peine non plus. Hein. On n'a pas besoin de ça ici. C'est un endroit protégé ici. Hein, où il n'y a que des gens qui aiment la nature et il n'y a pas de foules dingos qui viennent ici faire quoi que ce soit comme ça se fait au Bugarach ou à Rennes de Château, dans tous ces endroits. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de rapport. Maintenant, oui, si j'arrive de nouveau à voir des scientifiques spécialistes de l'infrarouge, je pourrais peut-être faire un rapport, oui, après, qui sera remis au Japon. Même après coup, hein, c'est pas grave, on peut toujours faire un rapport après coup, même 8 ans après ou 10 ans après. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Hein. En ufologie, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On rapporte des témoignages qui arrivent tout d'un coup, d'événements qui ont pu se produire il y a 20 ou 30 ans, ou des atterrissages. Hein. Tiens, ben justement, je vous remets ici 2 photos de la gendarmerie nationale, hein, qui a donc un certain nombre de gendarmes ont été témoins d'observations d'OVNI, dont semble-t-il, mais on n'a pas d'information exacte, un atterrissage ou un objet qui allait presque atterrir, pris en photo par la gendarmerie nationale. Je n'ai pas les détails exacts sur les observations de ces photos, hein, c'est pour mémoire. Il faut faire les recherches dans les archives de la gendarmerie et dans les sections qui s'occupent des rapports ufologiques, observations d'OVNI. Voilà, c'était le point que je voulais faire ici sur cet endroit ici. Voilà, ici depuis la voiture, sans le vent qui empêcherait le micro de fonctionner complètement. Attendez, on va essayer de ne pas bouger. On voit l'endroit donc là-bas où vous voyez une montagne qui est le pic Saint-Barthélemy, qui est au-dessus du château de Montségur. Et il y a cette masse de nuages. Et là, sous cette masse de nuages, un peu en contrebas, c'est là qu'a été prise la photo que vous voyez au début de cette vidéo. Hein, alors ça vous donne un peu une idée de l'endroit exact où a été prise cette photo.